Alors, bonjour ou bonsoir tout le monde, dépendant de là où vous vous connectez. Alors, moi, mon nom, c'est Bamba Diouf et je travaille avec AWS. Alors, je suis un produit purement africain, comme j'aime bien le dire. J'ai fait toutes mes études universitaires en Afrique et je suis très, très heureux d'être parmi vous pour aujourd'hui vous parler de l'intelligence artificielle générative pour l'entreprise. J'imagine que la plupart d'entre vous utilisent ChatGPT déjà, donc ce n'est pas des concepts qui sont totalement nouveaux, mais quand on parle de le mettre dans l'entreprise, ça commence à être un tout petit peu compliqué. Alors, ces dernières années, l'intelligence artificielle générative a fait beaucoup de boucan et chaque entreprise cherche à vouloir s'ajuster à ce à quoi ses employés sont déjà habitués en utilisant, comme je l'ai dit, tous ces outils qui existent là-bas. Alors, pour aujourd'hui, comme j'aime bien le faire quand je fais ces présentations, j'essaie de voir qu'est-ce qui connecte le plus avec l'audience. Alors, je viens avec des histoires qui se collent assez bien au sujet sur lequel on doit débattre. Mais aujourd'hui, je vais vous faire bosser plutôt que d'être là à vous raconter une histoire. Alors, je vais vous poser des questions et j'aimerais que vous alliez sur le chat et que vous répondiez par oui ou par non. Pas d'explication, juste oui ou par non. On ne va pas voir qui a raison ou qui n'a pas raison pour l'instant. On va regarder vers la fin. Mais l'idée vraiment, c'est de solidifier l'idée que l'usage de ces technologies pour une personne lambda, c'est très différent de l'usage qu'on peut en faire dans le domaine de l'entreprise. Alors, voici la première question. Vous avez un dossier médical de Paul Martin et on y décrit ce qui lui arrive, le traitement. Et la question que je vous pose, pouvez-vous uploader ce document sur un outil d'IA génératif public pour l'interpréter? Alors, vous allez répondre par oui ou par non dans le chat. DJ, si possible, tu me diras s'il y a des réponses. Si on en a quelques, on peut avancer. Alors, je répète, la question c'est, voyant ce dossier médical que vous avez besoin d'interpréter, pouvez-vous le prendre et l'uploader sur un outil public pour comprendre mieux le document? Pour l'instant, on est plutôt sur du don à 100%. Excellent. OK. Alors, deuxième question. Alors, vous avez un client qui est fâché et vous voulez répondre à Modufay, qui est votre client, qui a acheté un produit qui ne marche pas, et il vous fait un mail salé pour vous en parler. Et vous allez taper votre réponse. Vous voulez peaufiner la réponse un peu. Est-ce que vous prendrez ce document, l'uploader sur un outil public pour rendre la réponse beaucoup plus appropriée pour un client? Oui ou non? Alors, pour l'instant, on est plutôt sur du oui. Abderrahmane Sissé, je donne les noms si c'est pas Alassane Dine, Daniel Diane, on est plutôt sur du oui. Bamba. Excellent. All right. Merci. On va revenir là-dessus. Alors, les deux questions, c'est des cas d'utilisation qui sont, comme je l'ai dit, différentes et tout. Mais chaque cas d'utilisation avec ses lots de considération à avoir avant de pouvoir décider de faire cela. Donc, ça vous met en situation directement pour vous dire que l'intelligence artificielle générative, quand on l'introduit dans la société ou l'entreprise, il y a beaucoup de choses à considérer. On va y revenir vers la fin. Pour l'instant, je ne vous dirai pas si vous avez eu raison, vous avez tort. On va revenir là-dessus vers la fin. Alors, comment est-ce que je compte nous organiser jusque vers la fin qu'on puisse répondre à ces questions nous-mêmes? En commençant à parcourir l'agenda que j'ai devant vous, on va essayer de discuter de pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant.
l'IA générative. On va discuter des défis qu'il y a pour pouvoir les adopter dans le domaine de l'entreprise. Et je vais vous parler de l'outil que Amazon a conçu justement pour pouvoir amener l'IA générative au niveau de la société. C'est l'outil qui s'appelle Amazon Q Business. Ensuite, on va parler de cas d'utilisation concrets qu'on a eu à déployer chez certains clients et aussi à pouvoir apprendre de l'expérience de ces clients-là et pouvoir dérouler des perspectives. Alors, ça vous va? Parfait. Alors, pourquoi l'IA générative arrive maintenant? Pourquoi on en parle maintenant? Alors, ça représente une évolution majeure dans la façon où on commence maintenant à vouloir interagir avec les systèmes. Il y a eu beaucoup d'évolutions et les machines ont commencé à pouvoir comprendre avec le processing de langage, Natural Language Processing, qui est le traitement du langage naturel. Avec les avancées sur ce plan, il est tout à fait normal de pouvoir imaginer que les êtres humains ont commencé à vouloir interagir différemment avec ces outils-là. Avec l'avènement de la compréhension du langage naturel, maintenant les systèmes sont capables de pouvoir non seulement comprendre du texte, non seulement pouvoir comprendre ce que les gens expriment verbalement, de pouvoir prendre un enregistrement et de pouvoir créer le résumé, de pouvoir savoir exactement quel est le sujet principal dont parle la personne et tout. Donc, on a des avancées qui se posent. Maintenant, on a aussi des modèles qui sont devenus beaucoup plus puissants parce qu'il y a eu beaucoup plus de données. Les machines ont commencé à pouvoir supporter beaucoup plus de données et pouvoir prendre toutes les données de l'Internet, les traiter et pouvoir créer un modèle qui comprend mieux ce que font les gens. C'est des possibilités qui sont maintenant là, qui sont disponibles. Et donc, combiner le fait qu'il y a eu des avancées sur la compréhension du langage naturel, combiner le fait que les machines sont devenues 2000 fois plus puissantes, maintenant, on prend tout ça et on le combine avec des pressions économiques qui existent. Les gens ont besoin de faire plus pour peu. Les gens ont besoin d'aller beaucoup plus rapidement. Maintenant, on se fait livrer quelque chose très rapidement. Quand on pose une question, on va avoir la réponse rapidement. Quelles que puissent être les données qui se posent devant ces personnes-là, les gens ont besoin d'être beaucoup plus efficaces. Et on attend beaucoup des collaborateurs qu'on a au niveau de ces sociétés-là. Et en combinant tout ça, c'est tout à fait naturel que maintenant qu'on puisse se dire, on n'est plus à l'âge où on veut utiliser machine learning pour pouvoir détecter des choses, classifier des choses. Maintenant, on veut générer de l'information à partir de modèles beaucoup plus puissants et de pouvoir répondre à certaines questions de façon beaucoup plus compréhensive. C'est à peu près l'explication pourquoi on y arrive maintenant. Mais plus que ça, c'est quand même un levier que l'entreprise voit des opportunités sur cela. Par exemple, on fait beaucoup de tâches répétitives au niveau des entreprises. Donc, il y a une opportunité de pouvoir automatiser les tâches et libérer du temps pour que les employés puissent se focaliser sur des tâches à valeur ajoutée. Je vous donne quelques exemples. Vous êtes un conseiller client, vous prenez des appels, ensuite vous allez créer le résumé de cet appel. Le temps que vous mettez à réfléchir, à créer, à relire vos notes et à créer le résumé de cet appel, c'est un temps important que vous auriez pu passer à adresser les problèmes d'un autre appelant. Alors, pouvoir utiliser l'IA générative pour créer un résumé automatique, c'est une opportunité inouïe qui se présente. Les gens ont besoin de pouvoir sembler intelligents quand on leur parle, de pouvoir accéder à l'information beaucoup facilement. Toutes nos sociétés ont des énormes quantités de données qui se sont positionnées, qui ont été créées au fil du temps, qui se retrouvent
dans des systèmes qui sont très hétérogènes. Et l'idée, c'est de pouvoir, de façon intelligente, maintenant accéder à ces informations-là. Par exemple, je suis un nouvel employé d'une société, d'une banque. Il y a des règles, je suis chargé de clients. Il y a des règles qui ont été établies. Plutôt que d'être là à me faire suivre une formation longue pour que je puisse juste accéder aux informations, l'intelligence artificielle générative peut vraiment aider à pouvoir accélérer la recherche d'informations directement. Il y a aussi un autre levier pour les entreprises où beaucoup d'entreprises aussi créent du contenu, écrivent, font des rapports. Et on passe beaucoup de temps à réviser ces rapports, à se les partager et à pouvoir les améliorer avant de pouvoir les mettre, soit les envoyer aux clients ou les mettre comme le standard, le nouveau standard de l'entreprise, ainsi de suite. Et l'intelligence artificielle générative crée une opportunité unique parce que, comme le mot l'indique, ça peut générer une nouvelle information sur la base d'un modèle qui a été créé. Donc, du coup, subitement, on peut avoir de l'assistance à la rédaction et même à la révision. Par exemple, moi, je l'utilise souvent pour quand j'ai fini de rédiger un email, de peaufiner l'email, d'enlever les coquilles et tout ça. Déjà que je fais beaucoup de fautes de français, alors ça m'aide absolument à pouvoir échanger dans cette langue et à pouvoir faire cela. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de données qui existent au niveau de l'entreprise et trouver l'information devient difficile. Donc, les différentes structures de l'entreprise ont du mal à pouvoir collaborer de façon efficace, à pouvoir accéder aux informations des autres. Et ça, cette technologie crée une opportunité pour que les gens, en fait, puissent commencer à finalement collaborer beaucoup plus efficacement, ce qui va faire faciliter l'innovation de l'entreprise. Plus les différentes structures se parlent, plus les différentes structures acceptent d'échanger des données parce que ce n'est plus difficile de les créer pour l'autre département qui les demande, ça devient beaucoup plus facile pour que les sociétés puissent en fait innover. Maintenant qu'on a l'information, on peut innover beaucoup plus facilement. Je m'arrête une seconde pour demander, est-ce qu'il y a des questions? DJ. Alors, je continue. Pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le stage. Ah si, j'ai une question. Je te l'annonce, je te la mets à l'écran. Comment Amazon Q Business garantit-il que les données sensibles ne sont pas exposées ni réutilisées pour entraîner les modèles? Génial, c'est une question excellente pour tout à l'heure. On va y arriver dans quelques slides. Alors, fort de tout cela, et tout cela s'est confirmé par l'agence Gartner, qui dit que 80% des entreprises vont utiliser l'IA générative via des API ou des modèles, ou même des applications telles qu'Amazon Q Business, et les mettre en production d'ici 2026. Et cette prédiction a été faite en octobre 2023. Et ils vont aussi beaucoup plus loin. Ils disent que 15% des décisions quotidiennes au travail seront prises de manière autonome par une intelligence artificielle agentique d'ici 2028. Donc, ça, c'est une forte indication que si vous êtes une entreprise et que vous n'êtes pas en train d'utiliser ces outils-là, vous ne pourrez pas optimiser et pouvoir innover beaucoup plus facilement. La plupart des sociétés vont se mettre à la page et vos clients vont l'exiger. Et c'est une opportunité de commencer à regarder à ces choses. Maintenant, c'est une situation qui est un peu complexe parce que ça vient avec plusieurs défis. Et comme toute technologie qu'on essaie de déployer dans une entreprise, les défis sont similaires à ce genre de problème. On a des outils métiers, on a des niveaux d'expertise différents, on a aussi des systèmes qui sont tellement complexes que l'implémentation prend énormément de temps pour pouvoir arriver
à faire ce genre de choses. Donc, les sociétés qui commencent à implémenter l'IA générative commencent à noter ces mêmes difficultés qu'on trouve là-bas. L'autre, c'est ce qui a été relevé tout à l'heure par la question qui a été posée, c'est des questions de sécurité et de conformité. Quand je suis un individu et que je prends mon email que j'envoie à mon ami Ibrahima, je peux peaufiner l'email, je m'en moque que le contenu de l'email soit online, que ce soit utilisé parce qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle, il n'y a pas de source secrète qui me permet de faire de l'argent. C'est juste un email. Mais quand on est une société avec sa propriété intellectuelle, avec sa source secrète qui nous permet d'avoir de l'argent, maintenant, on commence à se poser des questions. Comment est-ce que je sécurise ces informations? Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi la question de conformité. Quand on est dans certaines industries qui sont largement régulées, comme la banque, comme la santé, les finances, les premiers secours et tout ça, il y a aussi des obligations de pouvoir être conforme à certaines choses. Est-ce que je peux faire confiance à un modèle d'intelligence artificielle pour pouvoir remplacer un individu et toujours me permettre d'être en ligne avec ces règles conformes-là? C'est des défis que les gens essaient de pouvoir relever. Un autre défi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la fragmentation des données. Prenez n'importe quelle entreprise. Vous avez le département de comptabilité, vous avez les ressources humaines, vous avez le département métier, vous avez tout ce qui gère les finances et tout ça. Chaque département a tendance à avoir ses propres outils, ses propres bases de données et à avoir un lot de données qui se positionne et qui est en format différent, des règles d'accès qui sont différentes. Donc, les données sont largement fragmentées. Et l'idée de vouloir utiliser une intelligence pour nous aider dans notre travail au jour le jour, c'est certainement de pouvoir fédérer l'ensemble de ces données pour pouvoir fonctionner en tant qu'entreprise, pas forcément en tant qu'un département unique au niveau de l'entreprise. Ça ne sert pas à grand-chose qu'un seul département se modernise et que le reste reste à la traîne. Donc ça, c'est un défi que les entreprises ont. Et le dernier défi que dont je voulais parler, c'est la résistance au changement. On le sait, chaque fois, il y a des sérieux problèmes de résistance au changement chaque fois qu'on essaie d'introduire une nouvelle technologie dans une entreprise. Et l'IA générative, même si ça génère beaucoup d'excitation parce que les employés maintenant peuvent voir les retombées en termes de productivité, il y a toujours une résistance au changement parce que les gens, et il y a plusieurs raisons pour cela. Les gens ont peur de perdre leur boulot. Les gens ont peur de pouvoir finalement ouvrir la porte sur ce qu'ils font et qui est un champ gardé qu'ils veulent réserver à eux-mêmes. Il y a aussi un problème d'alignement avec les priorités métiers. Implémenter une technologie peut ralentir un peu l'innovation métier. Et donc, du coup, il y a une résistance qui est liée à pouvoir ajuster ces priorités-là. Là, c'est toujours une slide où ça génère quelques questions. Donc, DJ, je vais demander s'il y a des questions ou pas pour ça. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, Bamba. Tu peux continuer. Et je vais... Excellent. Alors, juste pour prendre des défis de façon ponctuelle et en citer quelques. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de résistance au changement, la peur des collaborateurs face à la nouveauté. Je vais vous donner une anecdote. J'ai un ami qui est professeur de culture africaine aux États-Unis et il m'appelle tout paniqué. Il me dit, mais vos trucs d'IA, ça me rend dingue parce que quand je donne des exercices à mes élèves, avant, ils prenaient 1 semaine à 2 semaines avant de pouvoir les rendre et c'est truffé d'erreurs. Maintenant, les élèves me le rendent le soir même où j'ai donné l'exercice et la plupart du temps, c'est quand même du texte qui est très correct, même s'il y a des choses qu'il faut forcément corriger qui ne sont pas factuelles.
Alors, il faut qu'on arrête ce truc. Moi, je ne sais pas, il faut que tu m'éduques un peu là-dessus, que je puisse pousser pour que l'université arrête l'usage de ChatGPT. Je dis, écoute, c'est la mauvaise démarche. Il faut embrasser la technologie plutôt que d'essayer de la limiter et lui donner quelques pistes pour pouvoir adopter cela. Mais c'est là une preuve que les gens ont peur que ça rende leur boulot beaucoup moins utile et même une sécurité de leur emploi. D'autres exemples de défis, c'est que aussi, je l'ai dit tout à l'heure, les systèmes, il y a beaucoup de systèmes hétérogènes. Les systèmes sont totalement différents. Il faut les connecter, il faut les lier et ça pose un problème pour que les gens puissent pouvoir fédérer ces données-là et rendre les recherches beaucoup plus pertinentes et les solutions beaucoup plus pertinentes. Donc, ça, c'est aussi des exemples de défis réels qui se posent au niveau de la société. Il y a un défi qui est réel, surtout dans nos sociétés ici, c'est que la résistance de pouvoir partager ces données. Les départements ont tendance à vouloir garder leurs copies et ne pas pouvoir partager avec les autres. Et ce genre de solution marche mieux quand les données sont fédérées et qu'il n'y a plus les silos de séparation des différentes données. Et enfin, c'est un défi qui est majeur, je l'ai dit tout à l'heure, les problèmes de gouvernance et les problèmes de formation. Quand on lance ce genre de technologie, ce qu'on ne veut pas, c'est que chaque département y aille d'une façon désordonnée. Après, c'est là qu'on court le risque de pouvoir gêner ou mettre à nu sa propriété intellectuelle ou créer des problèmes sortir les données de nos clients. Par exemple, exposer des données privées de nos clients sur la place publique. Tout ça, c'est des problèmes qu'il va falloir régler à travers la gouvernance et la formation des utilisateurs. Alors, je regarde le temps un peu. Je crois qu'on est bon. Alors, s'il n'y a pas de questions, je passe à... J'ai une question. En quoi Amazon NQ est différent de ChatGPT? Ouais, c'est une question que je vais adresser juste après que j'ai fini de parler d'Amazon Q Business. Donc, j'ai deux questions sur lesquelles je dois revenir. La première, c'était les questions de sécurité de données. Et celle-ci, c'est la différence entre un outil comme ChatGPT. On va y revenir. D'accord. Alors, on a parlé de défis, on a parlé d'opportunités, on a parlé de défis et on a parlé, et maintenant je vais vous dire rapidement, on va y revenir. Pardon? OK. Alors, on va y revenir un peu plus en détail, mais je vais juste vous donner quelques étapes qui ont été éprouvées avec nos clients. Quand on parle avec les clients, cette approche-là a l'air de marcher parce que c'est une approche sûre qui permet à l'entreprise de pouvoir adopter ces technologies-là. D'abord, c'est de ne pas vouloir venir et changer la totalité des systèmes à l'intérieur et l'intérieur là-dessus. Les clients qui ont réussi ont commencé avec un cas d'usage, un cas d'utilisation qui est simple, qui est précis et qui permet de pouvoir observer, comprendre les comportements des gens qui l'utilisent. Ensuite, de pouvoir, quand on a observé, on a compris les comportements, de pouvoir itérer et d'ajuster un tout petit peu ce qu'on a déjà déployé. En ajustant ce qu'on a déjà déployé, on continue, la boucle continue et on peut observer encore et faire d'autres changements. Et maintenant qu'on a vu un cas d'utilisation qui est simple, qu'on a pu observer, qu'on a pu modifier, commencer maintenant à étendre à d'autres secteurs beaucoup plus progressivement. Et une fois qu'on commence à étendre dans de nouveaux secteurs, il faut constamment, et ça vient du début jusqu'à la fin, de pouvoir former et de pouvoir communiquer. L'une des plus grandes peurs pour ce genre de technologie, c'est que les gens pensent qu'ils n'ont plus de boulot. Ils vont être remplacés par ces systèmes-là. Donc, pouvoir former les gens et pouvoir communiquer clairement
va permettre que l'adoption se fasse beaucoup plus facilement pour l'ensemble de la structure. Une question qui n'est pas liée à Amazon Q pour l'instant. Pas de question. Génial. Alors, c'est le moment maintenant de vous dire, on a parlé des enjeux, on a parlé des défis, on a parlé d'une approche pour pouvoir intégrer de façon générique les solutions d'IA générative. Maintenant, je vais vous parler de l'approche d'Amazon pour pouvoir résoudre ce genre de problème et pouvoir permettre aux gens de suivre cette approche-là pour pouvoir réussir. Et cette solution s'appelle Amazon Q Business. Amazon Q Business, et vous allez voir quelques slides en anglais parce que ce qu'on veut faire, c'est présenter le message de façon vraiment concis et de façon quand on le répète et qu'on ne perde pas une information quand on avance. Donc, ne vous en faites pas. J'ai commenté les slides, même si c'est en anglais. Alors, le Amazon Q Business est conçu spécifiquement pour les entreprises. Tout à l'heure, il y a eu la question de savoir quelle est la différence entre ChatGPT et Amazon Q Business. Ben, quand je vais finir de parler de comment ça a été conçu et ce que ça permet de faire, on comprendra très rapidement la différence et je pourrai l'expliquer. Alors, son objectif, c'est vraiment d'aider les collaborateurs à interagir de manière naturelle avec l'ensemble des systèmes de connaissances, de pouvoir découvrir l'ensemble des données qui se retrouvent au niveau de la société. Mais ne pas se limiter à une recherche beaucoup plus intelligente, une recherche beaucoup plus facile, une fois que les données sont fédérées, c'est de pouvoir aussi analyser ces données. En entreprise, quand on a des données, souvent c'est pour une analyse, pour pouvoir prendre une décision qui permet à l'entreprise de se développer encore plus. Donc, l'idée d'offrir des solutions pour pouvoir analyser, c'est unique chez Amazon Q Business parce que non seulement les données texte peuvent être analysées, mais aussi tout ce qui est base de données et tout ce qui est dashboard aussi permet de pouvoir prendre, par exemple, un dashboard, de le présenter en langage naturel, de pouvoir expliquer ce qui se passe là-dessus en le fédérant avec d'autres documents qui existeraient. Ça permet à l'entreprise de pouvoir faire des analyses poussées sur ces données. Mais maintenant, quand on peut découvrir les données, on peut faire une analyse poussée, des fois, on a besoin d'agir. Par exemple, on est dans une société qui vend des produits, on voit des réclamations qui arrivent, on cherche les bonnes informations pour pouvoir comprendre la réclamation, on les analyse, on voit les tendances, est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça? Mais maintenant qu'on a compris ce qui se passe, on veut directement prendre des actions au niveau des systèmes qui existent. Et ici, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle générative pour aussi non seulement lire les informations, les analyser, mais aussi prendre action au niveau des systèmes qui existent. Vous avez, par exemple, vous utilisez un ServiceNow, qui est un système de support. Vous avez compris ces réclamations, vous avez compris ce que ça fait, vous avez compris le nombre de clients. Peut-être vous avez envie de changer un processus. Et pour cela, vous allez créer un ticket vers l'équipe qui doit changer ce processus. Et Amazon Q Business vous permet, par exemple, de prendre des actions pareilles. Et ça ne s'arrête pas là. On peut prendre des actions ponctuelles, mais alors, est-ce que ça ne devrait pas être beaucoup plus évolué et permettre aux gens de pouvoir automatiser des processus entiers? C'est-à-dire, par exemple, prenons dans le domaine de l'assurance. Dans le domaine de l'assurance, quand il y a une réclamation, il y a un accident de voiture, il y a une réclamation, il y a tout un processus que ça suit. Peut-être si la société supporte des formulaires en ligne, vous allez en ligne, vous soumettez votre réclamation, ça doit aller prendre votre profil, aller prendre ces données, vérifier à quoi vous avez droit, quel type de réparation est possible, quel paiement ça doit être déclenché, quelle personne doit approuver ceci ou cela, pouvoir juste prendre un SOP, une procédure de travail, le mettre dans un système et pouvoir générer un système automatique qui permet d'automatiser tout cela, mais toujours en gardant l'œil humain pour pouvoir faire cela. Donc, Amazon Q Business est vraiment une suite qui permet à l'entreprise de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle générative, de pouvoir non seulement découvrir, analyser, prendre des actions et pouvoir automatiser.
Alors, je m'arrête là pour poser des questions, pour voir s'il y a des questions sur ce que je viens de dire. J'avais une question. La première question, c'était par rapport à ChatGPT ou DeepSeek ou Claude chez nous ou Mistral. En quoi c'est différent de ChatGPT? Voilà. Donc, dès que j'ai fini d'expliquer les différents modules et les différentes fonctionnalités des solutions, on voit nettement que quand vous allez sur ChatGPT, sur la page, et que vous êtes devant la page, vous ne pouvez pas orchestrer tout cela avec vos propres données d'entreprise. Et la question, c'est de se dire, quand je prends mes données d'entreprise, que je les mets sur ChatGPT, quel niveau de contrôle j'ai? Est-ce que je peux décider d'indexer des choses spécifiques pour pouvoir répondre à ces questions? C'est des approches qui sont totalement différentes. Cette approche, c'est grand public, qui permet aux gens de pouvoir utiliser l'IA générative pour faire certaines choses. L'approche qu'on a ici, c'est de pouvoir aider les entreprises à utiliser des outils similaires à ce que leurs employés peuvent utiliser de façon différente. Donc, les différences fondamentales, c'est une meilleure gouvernance, une meilleure gestion de la sécurité de nos données, un meilleur contrôle sur ce qu'on expose au système et bien entendu, un meilleur contrôle au niveau des accès, même des sources de données. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure que vous avez différents départements. Vous allez avoir un département de finances qui doit avoir accès à certains documents uniquement et vous allez avoir un département de ressources humaines. Amazon Q Business vous permet vraiment de pouvoir avoir des index avec des données qui sont séparées, qui permet, en fonction du profil de la personne qui fait la recherche, pouvoir accéder directement aux données auxquelles ils ont droit. Donc, les systèmes de sécurité que vous aviez en place pour vos données, c'est les mêmes systèmes d'accès qui sont reproduits directement avec cet outil, tout en vous permettant d'utiliser l'intelligence artificielle générative. Donc, pour résumer un peu, vous avez un outil qui est prédisposé pour l'utilisateur lambda. Là, vous avez quelque chose qui est d'une grade d'entreprise qui permet d'avoir les contrôles que les entreprises souhaitent avoir. OK. Une autre question dans la même direction ou Oui. Face à Copilot Microsoft et ChatGPT entreprise, pourquoi un client choisirait-il plus QBusiness ou l'inverse? Alors, quand vous utilisez l'approche que, et vous le verrez tout à l'heure dans certaines slides, je vais juste regarder le temps pour savoir, on a encore 10 minutes. Donc, vous verrez que l'approche qu'on a prise, c'est que nous ne focalisons pas sur le modèle LLM qui est utilisé derrière. L'idée, c'est de dire Amazon Q Business va créer les solutions d'entreprise autour d'un LLM de votre choix. Par exemple, vous allez utiliser un copilote ou vous allez utiliser un ChatGPT Enterprise. Le modèle, il est connu, c'est le modèle qui est derrière. Vous ne pouvez pas le changer et mettre un autre modèle qui est beaucoup plus adapté, par exemple, pour le domaine de la santé. Avec Amazon Q Business, le modèle que vous choisissez est à votre portée de main. Vous pouvez décider d'utiliser Amazon Nova. Vous pouvez utiliser un modèle qui est fourni par Claude, par exemple, Anthropic. Vous pouvez utiliser le modèle Llama de Facebook ou Meta. Donc, c'est une approche qui permet de donner les contrôles d'entreprise, mais tout en donnant un contrôle beaucoup plus évolué que ce qu'un copilote est intégré avec toute la suite Microsoft. Vous verrez tout à l'heure qu'on ne s'arrête pas juste à faire la même chose pour la suite Microsoft. On va accéder à un certain nombre, par exemple, de systèmes. Là, je vous dis, on a créé ce qu'on appelle plusieurs connecteurs qui permettent, par exemple, si vous utilisez Salesforce, vous utilisez Google Drive, vous utilisez Amazon S3 ou votre base de données, tous ces éléments peuvent être ingérés et deviennent un index pour vous que vous pouvez utiliser pour faire vos recherches. Et ça vous permet maintenant de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre les permissions qu'il y a au-dessus. C'est vraiment, l'approche, c'est entreprise, ce n'est pas outil d'abord, et maintenant, on va enrichir ces outils avec de l'IA générative.
L'approche ici, c'est que vous êtes une entreprise, vous avez vos règles de gestion, on vous permet de pouvoir les mettre en place tout en ayant accès aux outils auxquels vous avez accès en règle générale. Donc, c'est à peu près des approches qui sont totalement différentes. D'accord. J'ai une autre question. Comment Amazon Q garantit-il que les données sensibles ne sont pas exposées ni réutilisées pour entraîner les modèles? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Amazon Q Business est posé sur le fondement de Hadoopverse et on voulait le faire de cette façon. Avec Hadoopverse, on donne beaucoup de contrôle aux entreprises. Et les contrôles, par exemple, nos règles de sécurité, c'est à responsabilité partagée, par exemple. On vous dit que vous êtes maître des données, vous avez le contrôle sur vos données. Par exemple, quand vous créez votre Q-index, c'est dans votre index à vous, qui est limité à votre compte Amazon et qui est dédié à votre instance Amazon Q Business. Aucune autre compagnie n'y a accès et donc c'est comme les données que vous mettez sur Hadoopverse et c'est ainsi que c'est géré. Ce n'est pas un modèle générique qui est posé sur le cloud et que toutes les données y vont et qu'on prend ces éléments-là pour aller entraîner les modèles encore. Et en plus de cela, il y a les règles opt-out pour permettre à l'entreprise de dire « moi, je ne veux pas que même les interactions que j'ai puissent être utilisées pour entraîner de nouveaux modèles ». Et en tant qu'utilisateur entreprise, vous pouvez opter out pour pouvoir aider ces modèles-là à devenir meilleurs. Donc, vous avez total contrôle sur comment vos données sont gérées. Et c'est ça, en fait, la différence fondamentale avec ce que vous trouvez ailleurs. C'est que notre approche à l'IA générative, c'est de dire les entreprises ont besoin de contrôle pour pouvoir garder leur information secrète et leur propriété intellectuelle. Alors, on a pris une approche qui permet à ces entreprises de pouvoir implémenter avec cela. Parfait. Parfait. Je peux poser encore une question ou vous souhaitez continuer la présentation, c'est comme vous voulez. Génial. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, cet écran que vous voyez ici vous montre l'écran de Amazon Q Business et il vous montre le concept de Q Apps. Tout à l'heure, je vous ai parlé de tout le contrôle, des recherches qu'on peut faire, l'analyse et tout ça. Mais ce qui se passe dans les entreprises, c'est un grand besoin de pouvoir standardiser. Et l'approche qu'on a prise ici, c'est de se dire, quand les gens créent des applications, créent des techniques pour pouvoir optimiser leur façon de travailler, pourquoi est-ce que chacun dans la société va être obligé de refaire la même chose? Pourquoi réinventer la roue? Alors, le concept de QApp, c'est de se dire, quand un employé a créé une façon intelligente de pouvoir utiliser l'IA générative en utilisant Amazon Q Business, ils peuvent transformer automatiquement ce qu'ils ont créé en une application qui peut être partagée dans toute la société avec des règles de sécurité définies. Par exemple, vous pouvez créer une application tout à l'heure qui va dire quand je fais une interview d'emploi, je veux un système qui puisse prendre mes notes, les réorganiser en fonction de ce dont la société a besoin et pouvoir les préparer pour que je puisse copier et coller dans le système et dire j'ai fini mon interview. Chaque personne dans une entreprise tend à faire des interviews d'emploi. Donc, quand on peut créer Interview Assistant, qui est une application, et partager ça entièrement à l'entreprise. Et on rajoute un autre concept, le concept d'application vérifiée. Maintenant, ce que votre IT département va faire est dire que, OK, on va aller voir les applications que les gens créent et les applications qui sont les plus utiles. Les applications qui suivent les règles qu'on a définies vont avoir ce tampon-là pour dire, se cacher, pour dire que ça a été approuvé et vérifié. Et donc, les utilisateurs peuvent se focaliser sur des applications qui sont approuvées et vérifiées et qui permettent vraiment de pouvoir montrer la réutilisation, la possibilité de réutilisation de l'ensemble de ces applications. Donc, je vais regarder le temps et je vais peut-être... il reste 5 minutes. 5 minutes. Ouais, tout à fait. Donc, on va parler de ce qu'on a appris.
En travaillant avec nos clients, ce qu'on a appris vraiment, c'est en 4 étapes. Et la première étape, c'est que l'éducation des employés, c'est-à-dire les informer et leur dire ce que cette nouvelle technologie va faire pour le travail, en se focalisant sur l'optimisation du temps inutile qui passait sur des actions répétées totalement inutiles, et de les aider à pouvoir se focaliser sur quelque chose de beaucoup plus effectif. C'est l'étape qui marche le plus, qui montre et qui aide les employés à pouvoir vouloir l'adapter. La deuxième chose qu'on a apprise en discutant avec nos clients, c'est que essayer de laisser chacun aller faire ce qu'ils veulent de leur côté, ça ne marche pas. Standardisation, c'est ça qui marche le plus. Pouvoir, tout à l'heure, c'est pour ça que vous avez des trucs comme QApps qui disent qu'une fois qu'on a créé quelque chose qui fonctionne, on n'a qu'à le définir comme standard pour pouvoir faire de nouvelles choses sur la base de ces standards-là. Le troisième truc qu'on a appris avec nos clients, c'est que mettre des garde-fous au début, c'est important. Tout à l'heure, on a dit que l'entreprise a des données qui sont sensibles. On a vu que si on laisse les employés y aller, on peut se retrouver avec des données sensibles sur la place publique. Donc, s'asseoir et mettre des garde-fous au début, des garde-fous qui ne ralentissent pas l'innovation, mais qui permettent de pouvoir protéger l'entreprise et protéger ses employés. Il y a aussi quelque chose, et le dernier point, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est fondamental, c'est pour dire la priorité doit être définie à partir du leadership. Parce que quand vous avez une structure avec beaucoup de départements qui, des fois, sont dans une petite compétition pour le département qui va aider la compagnie à atteindre ses objectifs beaucoup plus rapidement, ça peut créer un désordre énorme qui va accabler les équipes de développement ou les équipes techniques qui vont justement avoir à supporter ces systèmes-là. Donc, avoir une priorisation qui vient du leadership, c'est crucial pour pouvoir optimiser les ressources et optimiser le temps que ces équipes techniques vont passer à supporter cela. Maintenant, fort de tout ça, je veux faire fast-forward sur les 2 questions qu'on avait posées au début et vous demander. Alors, rappelle-nous, s'il te plaît, DJ, la réponse la plus fréquente pour cette question, la première question, c'était un oui ou c'était un non? C'était un non. C'était un non. C'était un non. Alors, donc vous l'avez compris. Il nous reste une minute. Ouais, vous l'avez compris, on a beaucoup de données personnelles sur cette page. Alors, prendre cela, l'envoyer directement dans un outil d'IA générative public, c'est quelque chose à ne pas faire pour une entreprise. Et avoir des solutions comme Amazon Q Business permettent justement de pouvoir continuer à travailler avec ces outils sans pouvoir compromettre les données personnelles des gens. Alors, pour l'autre question, la réponse prédominante était un oui. La réponse prédominante était plutôt oui. Tout à fait, vous l'avez compris. Il n'y a pas de données personnelles et on veut garder les clients contents. Alors, c'est beaucoup plus indiqué de l'utiliser comme ça. Alors, je vais vous envoyer, je pense qu'on est en train d'enregistrer cela. Vous pouvez regarder l'enregistrement encore, mais on va peut-être attacher, si possible, je verrai avec l'équipe d'organisation pour attacher des informations additionnelles pour les gens qui veulent pouvoir étudier un peu plus le sujet. Et mes contacts seront là-bas. Si vous voulez, contactez-moi et je serai un plaisir d'échanger avec vous. Est-ce que tu peux parler du questionnaire? J'ai mis dans le chat le questionnaire par rapport à ton intervention. Donc, c'est un questionnaire, vous pouvez valider l'intervention de Bamba. Tout à fait. Alors, s'il vous plaît, allez sur le questionnaire, faites-moi un retour. Ce serait
intéressant de pouvoir améliorer la prochaine fois. Merci beaucoup. C'est la fin de la session, Bamba? Tout à fait. Merci, merci à toi. Passionnant. Et hâte de te revoir sur Internet. Tout à fait. Merci tout le monde. Merci, au revoir.